Je suis sûre que certains d'entre vous, et surtout certaines, se sont déjà demandé pourquoi il y avait plus souvent la queue devant les toilettes des femmes que devant celles des hommes. Bon, ça s'explique par des tas de facteurs. Le fait qu'on ait 52% de la population, mais aussi pour des raisons physiologiques. Elles ont leurs règles, elles ont des vessies plus petites. Et puis, elles accompagnent aussi encore majoritairement les personnes qui ont besoin d'aide, les enfants et les personnes âgées. Les personnes âgées qui elles-mêmes sont majoritairement des femmes. Mais il y a aussi un facteur spatial à ce phénomène. En vérité, les toilettes sont comme une incarnation des inégalités de genre faites espace. La manière dont on les conçoit et dont on les construit, ça reflète des valeurs de genre. Quand on regarde dans les espaces publics aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'urinoirs, par exemple, que de toilettes assises. Ça présuppose, entre guillemets, que les femmes vont plutôt passer dans les espaces publics plutôt que se les approprier de manière réelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un mois, il y a eu une polémique à Amsterdam parce qu'il y a un juge qui a attribué une amende à une femme qui avait uriné dans la rue. Et il lui avait expliqué que même si ce n'était pas super pratique, elle aurait quand même pu utiliser des urinoirs. Du coup, les féministes néerlandaises n'étaient pas super contentes et elles ont compté le nombre de toilettes publiques à Amsterdam. 35 urinoirs pour 3 toilettes publiques assises. Ce problème, on peut aussi le croiser avec d'autres discriminations comme l'âge, le handicap ou l'origine. Peut-être que vous avez vu le film Les figures de l'ombre qui est sorti cette année, qui raconte l'histoire de Katherine Johnson, une femme afro-américaine qui travaillait à la NASA dans les années 60. Et il y a une scène récurrente dans ce film où on la voit courir d'un bout à l'autre de la base de la NASA pour trouver des toilettes, parce que dans son bâtiment, il n'y a pas de toilettes pour femmes noires. Et ça incarne vraiment le système inégalitaire de cette époque dans ce milieu professionnel-là, qui est à la fois extrêmement blanc et extrêmement masculin. Pourtant, dans les espaces urbanisés et très densément urbanisés, les toilettes sont une des infrastructures les plus indispensables pour satisfaire nos besoins fondamentaux, évidemment. Si on restreint l'accès à des toilettes à une partie de la population, ça veut dire qu'on bloque ses capacités de déplacement, de loisirs, de travail par rapport à la partie de la population qui, elle, a accès à des toilettes. Pourtant, dans mes recherches, quand j'interroge des professionnels, des architectes, des urbanistes, une phrase que j'entends extrêmement souvent, c'est « Oh mais nous, on ne discrimine personne, hein, on aménage pour tout le monde ». C'est comme si ces inégalités de genre étaient totalement invisibles à leurs yeux. Parce qu'en fait, ils et elles n'ont pas du tout l'habitude de prendre en compte les inégalités de genre en compte dans leur travail quotidien. Parce que dès les formations, en fait, on n'en parle pas du tout de ces questions-là. On a l'habitude de parler, par exemple, des inégalités de classe sociale en lisant des ouvrages très classiques comme celui d'Henri Lefebvre, Le droit à la ville. On critique aussi l'urbanisme sécuritaire contre les personnes qui vivent dans la rue. Et puis, on fait un petit peu allusion aux questions d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en étudiant les lois qui sont destinées à leur rendre accessibles tous les espaces publics. On apprend aussi une des définitions de l'urbanisme qui est l'organisation spatiale des villes, ce qui présuppose qu'une autorité fasse des choix selon certaines valeurs. Pourtant, selon qui compose cette autorité, en fait, surtout quand c'est très homogène d'un point de vue social, on se rend compte qu'il y a certaines parties de la population qui vont être avantagées et d'autres qui vont être plutôt discriminées. Et jusqu'à récemment, on l'a déjà vu, ce milieu de l'architecture et de l'urbanisme était extrêmement masculin. Il y a aussi extrêmement peu, quand on regarde dans la théorie de l'urbanisme, extrêmement peu de femmes qui sont étudiées. Et quand elles le sont, elles sont extrêmement contemporaines. On peut penser à Françoise Choët ou à Jane Jacobs. Et là, je ne vous parle même pas de la culture et de la connaissance féministe ou des études de genre, parce que ça, ce n'est pas du tout intégré de manière générale en fait, dans ces formations-là.
Moi-même, j'ai dû faire en fait le lien entre les deux et ça se fait un peu par hasard. C'était en 2011, un an après que je commence mes études d'urbanisme, et j'étais en train de chercher un sujet de recherche, mais je n'étais pas vraiment passionnée par des sujets classiques comme le logement social, les infrastructures de transport ou les évolutions de la propriété foncière. Parallèlement, je découvrais les milieux féministes et la littérature féministe, et c'est cette année-là que j'ai lu pour la première fois Simone de Beauvoir et son deuxième sexe. Et ça avait été publié 60 ans avant ma lecture, plus de 60 ans avant ma lecture. Mais pourtant, ça faisait vraiment écho à mon expérience quotidienne en tant que personne sociabilisée comme une femme. Cette lecture-là, elle m'a autant révoltée que libérée en quelque sorte. Et tout à coup, j'ai eu une espèce d'idée comme ça, de me dire « Ah, mais en fait, il faudrait que je fasse de l'urbanisme et du féminisme en même temps ». Et j'ai commencé à faire une petite recherche et tout de suite, je suis tombée sur Montréal et son programme Femmes et Villes. Du coup, j'ai décidé d'aller faire mon premier terrain de recherche là-bas pendant quelques mois. Et ce que j'ai découvert là-bas, c'est vraiment hyper intéressant. Le programme Femmes et Villes, il a été développé au début des années 90 dans l'objectif d'intégrer les femmes à toutes les échelles de décision, autant citoyennes qu'administratives et politiques, dans les décisions d'urbanisme. Et du coup, il y a eu toutes les années suivantes, pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a eu énormément de travail qui a été fait en partant de la base. Dans tous les quartiers de Montréal, les femmes ont fait des marches exploratoires, des groupes de femmes, de jour comme de nuit. Et les informations qu'elles ont récoltées ont permis de produire des documents en direction des services d'urbanisme. Et du coup, il y a plein d'espaces qui ont été réaménagés, comme des parcs, des stationnements souterrains, des stations de métro. Parallèlement, il y a eu une féminisation aussi du milieu administratif et technique de l'urbanisme, et puis aussi une prise de pouvoir de plus de femmes dans les lieux de décision. En 1996, il y a eu ce système qui a été mis en place, qui s'appelle Entre deux arrêts, et c'est un système qui permet aux femmes qui voyagent seules le soir dans le bus de demander à ce qu'on s'arrête entre deux arrêts, histoire d'être déposées plus proche de chez elles. Ce système-là, il fonctionne encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Il est extrêmement populaire et il n'est pas seulement utilisé par des femmes d'ailleurs. Tout ce travail-là, qui a été fait depuis des décennies à Montréal et dans d'autres villes du Canada comme Toronto et dans d'autres villes des États-Unis, d'Australie, mais aussi des villes européennes auxquelles on a déjà fait allusion comme Vienne, mais aussi Berlin, Barcelone, Londres, et également des pays en voie de développement comme l'Inde ou le Mexique. Les professionnels de l'urbanisme en France ne prennent en compte ces questions-là, comparées aux décennies de travail dans d'autres pays, que depuis quelques années. Et ça, c'est mon sujet de recherche actuel, mon sujet de thèse. J'essaie de comprendre pourquoi cette prise en compte du genre est aussi tardive chez les professionnels de l'urbanisme en France. J'essaye de comprendre quels sont les facteurs qui encouragent cette prise en compte ou qui le découragent ou qui le freinent. Alors j'ai plusieurs pistes à partager avec vous. La première, c'est le manque de légitimité de la connaissance féministe des études de genre dans ce domaine. Pourtant, il y a beaucoup de littérature qui existe, mais elle est très méconnue. Il y a des centaines de références en anglais, mais aussi en français qui existent. Et d'ailleurs, moi, j'ai créé un outil en ligne, une bibliographie en ligne que tout le monde peut consulter, où il y a des centaines de références disponibles. La deuxième hypothèse ou piste de recherche, c'est la posture de neutralité que les professionnels adoptent en général. C'est un peu comme s'ils ils et elles considéraient qu'ils étaient des personnes neutres, totalement rationnelles, et que leur expérience personnelle n'influençait pas du tout leurs décisions professionnelles. Ça, c'est la connaissance située, en fait. Et le troisième point, c'est plus d'un point de vue de la démographie du milieu professionnel. L'hypothèse, c'est que plus il y a de femmes dans ce milieu, mais aussi de personnes LGBTIQ, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, mais aussi de personnes féministes, plus les intérêts de tous ces groupes peuvent être intégrés dans le travail quotidien et mieux pris en compte. Alors, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions et qu'on intègre plus de diversité dans la réflexion, quelles solutions on peut trouver, par exemple pour les toilettes, si je reprends l'exemple du départ?
Aujourd'hui, quand on conçoit des toilettes, hommes et femmes, on fait du 50-50 en termes de surface. Or, on a vu que les femmes vont plus souvent aux toilettes, qu'on est plus nombreuses, et puis que les systèmes assis prennent aussi plus de place par rapport aux urinoirs, par exemple. Donc forcément, ça explique en grande partie la question de la queue, parce qu'il y a moins de stations disponibles pour la même surface. Donc peut-être qu'on pourrait penser simplement à faire une répartition un peu plus équitable de la surface, 60-40, 70-30, par exemple. On pourrait aussi se dire que c'est important d'éviter ce genre de problème. Ça a été fait à l'aéroport d'Orly en 2013. Alors, peut-être qu'on pourrait éviter, en tant que professionnel, de reproduire des stéréotypes de genre et encourager une meilleure répartition des tâches de reproduction. C'est assez important. On pourrait même aller plus loin quand même par rapport à cette question de la binarité homme-femme. On peut aller plus loin que ça en proposant par exemple systématiquement des toilettes neutres, que les personnes qui ne se considèrent comme faisant partie d'aucune des deux catégories, hommes ou femmes, c'est-à-dire les personnes intersexes, les personnes non binaires, les personnes trans, qui subissent beaucoup de violences dans ces espaces-là, elles pourraient utiliser des toilettes neutres en toute tranquillité d'esprit et en toute sécurité. Peut-être que dans le futur, on ira même jusqu'à dégenrer complètement les espaces de toilettes, par exemple en séparant seulement selon la fonctionnalité, c'est-à-dire assis ou debout, sachant qu'il y a aussi des designers actuellement qui cherchent des façons de faire totalement alternatives des toilettes. Bon, pour en revenir d'un point de vue un peu plus général, en tant que professionnel de l'urbanisme et de l'architecture, c'est sûr qu'on ne peut pas obliger les gens à utiliser les espaces de telle ou telle manière. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même se demander quelles évolutions sociétales on a envie d'accompagner. Ça passe par une approche réflexive. Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre quels sont nos biais en tant qu'individus et en tant que collectif de professionnels pour trouver de meilleures solutions vraiment inclusives. Donc ça veut dire qu'on va se poser des questions comme quels sont mes biais en tant que personne de telle ou telle origine, de telle ou telle classe sociale, de tel ou tel genre. Est-ce que j'ai tendance à oublier certaines catégories de la population ? Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là pour rééquilibrer cet oubli ? Et surtout, quelles évolutions sociétales j'ai envie d'accompagner dans le temps ? Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, on peut commencer à faire les choses d'une autre manière, d'une manière nouvelle et plus inclusive. Et moi, je suis persuadée que ces questions, que vous soyez urbaniste, architecte ou quel que soit votre métier, vous pouvez aussi vous les poser.